Bonjour à tous, Franck Muller à Lyon. Nous sommes le mardi 16 juillet. Je vais parler du 14 juillet, entre autres, de tous les événements qui se sont passés. Euh, j'ai retrouvé un texte que j'avais publié sur ma page Facebook il y a 3-4 ans, c'était avant les présidentielles en tous les cas, peut-être 2016, qui résume bien notre situation. Écoutez bien, le 14 juillet est à la fois le symbole de la lutte des citoyens pour l'émancipation et la construction d'un vivre ensemble démocratique, puis le symbole de la réconciliation l'année suivante, la prise de la Bastille, lors de la fête de la Fédération le 14 juillet 1790. Et autant que je me souvienne, il me semble que c'est à cette date qu'on a décidé de la fête nationale qui serait le 14 juillet. Bon, la France a porté un immense message de liberté et d'humanisme dans le monde entier, jetant les bases de la démocratie moderne au travers de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Le peuple français, un peuple à part, a construit, partagé et défendu sa vision du monde, a porté un projet unificateur et difficile parce qu'il bouleversait l'ordre du monde. Et effectivement, en Europe, tous les autres pays étaient sous la royauté. Donc la France, la révolution en France, comment les gens vont voter, les citoyens, bon, ça bouleversait un peu. Bon. Mais que reste-t-il de cet élan? Que reste-t-il de cette grandeur? La République aujourd'hui est confisquée par une nouvelle caste de privilégiés, en fin de compte, entre parenthèses, une nouvelle noblesse, hein. C'était bien la peine. Cette République est donc confisquée par une nouvelle caste de privilégiés dont le seul objectif est son auto-reproduction. La République aujourd'hui est fragilisée par une crise de sens qui laisse nombre de ses enfants sur le bord du chemin. Vous voyez les gilets jaunes et tous les gens qui dorment dans la rue. Et notre République ne propose plus de projet fédérateur. La fracture longtemps commentée, en fin de compte, est restée loin des préoccupations de nos élites. La République aujourd'hui est menacée par une perte de souveraineté sans précédent en temps de paix à cause d'un endettement hors de contrôle. La République aujourd'hui est menacée par le libre-échange qui nous soumet aux grandes multinationales. La République est menacée par une immigration massive et non maîtrisée où l'immigrant ne s'intègre pas mais cherche à nous imposer sa religion, quand même. C'était il y a 3-4 ans et on en est toujours là et la situation s'aggrave avec en plus cette perte de souveraineté due à la Commission de Bruxelles, entre guillemets, qui nous impose de plus en plus ses lois. Donc, le tunnel est encore loin. Comme disait un ancien Premier ministre, la pente est raide. Serons-nous à l'auteur? J'en doute. Et je terminais à l'époque par merci pour votre lecture, salutations républicaines. Bon. Je vais attaquer sur De Rugy. Alors, plus ou moins avec quelques petites notes d'humour, hein, si vous voulez. Bon, déjà, un tout petit point. On a appris hier que Laurent Saillet, la porte-parole des LR, bonjour à nos amis républicains, quitte le porte-parole et quitte ce parti pour aller travailler chez Hanouna. Des années d'engagement politique pour arriver à faire le pitre chez Hanouna. Bon, tout ça pour ça. Bien. J'en reviens à une autre qui a quitté la politique, entre guillemets, pour faire le pitre, Raquel Garrido, ex-France Insoumise, qui parlait de François de Rugy sur LCI, qui en disait tout le mal qu'elle pouvait en penser, en oubliant quand même qu'elle habite dans une maison dont elle a financé les travaux avec des aides destinées à des personnes à revenus très modestes et en aucun cas des gens qui avaient un revenu du couple au-dessus de 30 ou 40 000 euros. Donc en fin de compte, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Elle critique De Rugy, mais elle se garde bien de penser à ce qu'elle a fait, elle, pour financer ses travaux de rénovation de sa maison. Bien. Troisième boutade, troisième note d'humour. De Rugy, le véritable scandale, c'est quand même d'avoir servi du château Yquem avec du homard. Hein. C'est une très grosse faute de goût. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme l'a dit une personne spécialisée du vin, il ne suffit pas de se saigner à blanc pour être élégant. Vous allez comprendre. C'est un trait d'humour. Hein. L'interprofessionnelle des vins d'Alsace est la première à pincer le ministre pour cette avarie culinaire.
son directeur marketing, nous a dit pour nous, le scandale, c'est surtout l'accord mai-20, qui n'est pas du tout adapté. Le château Yquem sur du homard, c'est un manque évident de tact et de raffinement. La preuve qu'il ne suffit pas de se saigner à blanc pour être élégant. 265 € pour tuer en bouche un homard géant déjà mort, ça fait cher le gâchis. Servir des mets onéreux en même temps que des vins ruineux. À table, l'adage macronien ne tient pas. Non, la distinction, la braille, c'est le ou. Chercher l'harmonie entre des plats et des vins, sublimer les deux à la fois par un accord subtil. Pas de cramer un plat et le travail du cuisinier comme c'est le cas ici. Car tout bec fin le sait, le homard et les crustacés en général ne souffrent pas le doux. On accompagne non pas des crustacés avec des vins sucrés, moelleux et liquoreux comme le sauterne, non, ils emportent tout. Et oui, avec du sec, c'était mieux. Donc, François de Rugy aurait dû choisir un vin blanc sec, un vin d'Alsace, un grand cru, Jean Riesling, et il s'en sortait pour 50 €. Hein. Bon, le vin d'Alsace, plus audacieux, plus modeste et surtout plus gastronome, une qualité importante dans notre pays de bonne chère. Mais bon, ils ont voulu faire du tape à l'œil et ils ne sont même pas capables de savoir allier les mets. Bref, alors revenons donc à l'éthique et François de Rugy. Les défenseurs de Rugy ne trouvent pas d'autre justification que tout ce qu'il a fait est légal. Oui, bon. Mais si on parle du droit, légal c'est le droit, et la morale. Ça aurait pu être un sujet du bac il y a 40 ans quand on exigeait des candidats un peu de réflexion. Mais est-il permis de demander à des ministres, il y a un président qui donne des leçons de morale à la terre entière, un minimum de rigueur. La République exemplaire de Macron est en réalité une suite de scandales qui montrent l'incroyable tartufferie de nos dirigeants, très amoraux, qui ne comprennent même pas pourquoi on leur demande des comptes à propos d'actes que eux jugent parfaitement légaux. Je dirais que c'est même pas une histoire de morale, car la morale est plus une affaire privée, mais la décence est du domaine public. Et là, on est vraiment loin de la décence et d'une certaine éthique, loin du nouveau monde promis par Macron. Mais j'ai l'impression, comme un espèce de complot, c'est-à-dire que il est quand même bizarre que tout cela sorte en même temps d'un coup. Il est impossible que cette convergence de dénonciations qui tombe au même moment ne soit pas organisée, calculée, voulue. Serait-il possible que tout soit manigancé par un groupe organisé de personnes qui ont réuni les informations et les font fuiter au bon moment? N'oublions pas que François de Rugy a eu des repas secrets avec des représentants de lobby, notamment dans l'énergie. Alors, n'a-t-il pas voulu accepter certaines choses, ou bien en a-t-il trop demandé? Mais qui? Pourquoi? Je n'ai pas la moindre idée. Mais tout ça tombe en même temps. Enfin bon. Mais soyez certains, de toute façon, une bonne partie des hauts responsables de ce pays, publics, privés, politiques, non politiques, sont susceptibles de faire l'objet de reproches analogues en fouillant dans leur vie privée. Ils pourraient être les cibles potentielles d'une opération de déstabilisation. Hein. En fin de compte, c'est le triomphe d'une république, d'une société, des taupes, des boîtes aux lettres, des corbeaux, de la délation, du lynchage public. J'ai l'impression que plus rien ne tient debout et on ne sait plus à qui se fier. C'est très difficile de pouvoir faire confiance. Bon, quoi qu'il en soit, cet après-midi, François de Rugy va avoir à répondre à... Il va passer un seul quart d'heure. Hein. Il va répondre à l'Assemblée nationale aux questions des députés, donc on verra la suite. Bon, maintenant je voudrais en revenir aux événements au foot algérien. Alors effectivement, hein, permettez-moi quand même de râler quand on voit tant de Français de papier, si bien intégrés, qui fêtent la victoire de l'équipe d'Algérie en semant le chaos au centre de Lyon, au centre des Hauts-de-Ville.
je vais faire un petit commentaire sur la ville de Lyon. Donc, je dirais honte au maire de Lyon, Gérard Collomb, pour une police municipale relativement inerte, juste bonne à vérifier les parcs-mètres, qui sanctionnent le moindre écart dans la journée, et on laisse perdurer des rodéos en pleine ville la nuit. Donc, déjà jeudi soir, hein, la fête des supporters algériens a duré un long moment, car l'Algérie s'était qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique. On l'a su. Hein. Alors, pour ceux qui connaissent, dès le coup de sifflet, le pont de la Guillotière a été fermé à la circulation, les forces de l'ordre interdisaient aux véhicules, piétons et même aux journalistes de passer les cordons de sécurité. Alors au départ c'était bon enfant, et puis ça a vite dégénéré. Des affrontements avec les forces de l'ordre ont éclaté, le 7e arrondissement, on a vu des vidéos, ils se sont attaqués à un manège, à un carrousel, ils ont dégradé, enfin bon, feu de poubelle, des dégâts, des toits de voitures enfoncés, des motos. Enfin bon, de nombreux riverains ont connu des difficultés pour s'endormir à cause des klaxons, autres pétards, et voilà. Vénissieux, on a dégradé un radar aux Minguettes, des incendies, on a bloqué le tramway carrément. Un bus a été la cible de projectiles, plus de vitres, des affrontements des rodéos à Bois-en-Velin au fameux Mas du Taureau. Enfin, de nombreux projectiles ont été envoyés dans la direction des forces de police et ça s'est calmé vers 1h ou 2h du matin. C'est après ce que nous disent les médias lyonnais. Mais, quand même, ce jeudi 11 juillet, les couleurs, les valeurs de notre pays ont été salies en toute impunité dans l'indifférence du gouvernement et du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. En effet, cette célébration de l'accession de l'Algérie en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations s'est soldée par des scènes chaotiques de violence et de pillage sur les Champs-Élysées, dans de nombreuses villes de France, conduisant même au décès d'une mère de famille et plusieurs blessés. Les réseaux sociaux ont fait également l'objet d'un véritable déferlement de haine anti-France venant de supporters de l'équipe de foot algérienne. Cette barbarie est quand même inadmissible. Elle témoigne du laxisme du gouvernement et de l'échec cuisant de l'intégration d'une immigration de masse incontrôlée qui devient incontrôlable. Donc, je ne reviens pas sur les agressions, le vandalisme, les vols de sang, on va dire de dizaines de milliers de supporters algériens qui se sont produits dans toute la France, sous un regard bienveillant des forces de l'ordre qui, je trouve, étaient quand même moins virulentes que pour taper sur les gilets jaunes. Mais c'est vrai que dès qu'on tape sur un supporter algérien, on va être traité de racisme. Donc, en fin de compte, vous voyez, c'est très très ambigu. Enfin bon. Ce qui est quand même plus grave, c'est la mort de cette mère de famille, âgée de 40 ans. Le bébé, il y avait un pronostic vital engagé pour ce bébé, et sa fille de 17 ans souffrait de multiples fractures au membre inférieur. Elle est morte parce que l'Algérie s'est qualifiée pour les demi-finales de la CAN, alors qu'elle circulait tranquillement sur son trottoir, poussant la poussette de son bébé. Le supporter maghrébin de 21 ans, qui klaxonnait à tout va en roulant à très vive allure, a dérapé dans une courbe après avoir volontairement tiré sur son frein à main. Il avait 4 mois de permis. Il avait été placé en garde à vue. Je crois qu'il a été relâché. Alors, ce qui est quand même relativement choquant, c'est l'interprétation d'une journaliste de CNews qui insistait très lourdement pour affirmer qu'il ne s'agissait pas du tout d'un supporter algérien et que cet accident mortel n'avait rien à voir avec les manifestations qui se déroulaient dans d'autres quartiers. Mais oui, bien sûr. Cette mère de famille a été tuée dans le quartier de la Mosson à Montpellier, dans l'Hérault, à 22h30, juste après la fin du match. Et sachez, chers journalistes, si vous l'ignorez, que ce quartier est bien connu pour son communautarisme ambiant et que ce soir-là, ce quartier était en grande effervescence. D'ailleurs, il y avait des contradictions dans les dires du chauffard. Il venait d'assister au match parce qu'il avait envoyé des SMS à sa copine. Il avait ses feux de détresse allumés et klaxonnait. Alors, il nous a dit qu'il a mis les warnings parce qu'il venait de rencontrer une connaissance. Mais enfin bon, non, c'était faux. Hein. Donc, c'est un conducteur qui serait, d'après ce qu'on a su après, marocain. Mais ça n'enlève rien au drame. Donc, ce franco-marocain venait de suivre le match, participait à la liesse et peut-être démontrer un certain communautarisme pro-arabe et anti-français. Peut-être. En tous les cas, une femme est morte, une femme issue de l'immigration d'ailleurs. Et voilà. Donc, bon. Alors, je reviens sur le 14 juillet. Alors, moi, j'avais publié... qu'est-ce que j'avais publié ?
J'avais publié sur ma page Facebook. 18h Sénégal contre Tunisie, 21h Nigeria contre l'Algérie, 22h feu d'artifice, 23h supporters contre la police, et 1h du matin, tout le monde en garde à vue. Et effectivement, je crois que 249 personnes mises en garde à vue. Alors, je vais revenir un peu sur ce qui s'est passé à Lyon, parce que hier, en circulant, j'ai vu plein de vitrines cassées, de gens qui réparaient les vitrines, qui remettaient des stores, des fermetures métalliques, des vitres, des traces de voitures brûlées sur le sol. Alors, effectivement, la joie des supporters a fait place, effectivement, dans la nuit de dimanche soir, 14 juillet, à des heures entre jeunes, forces de l'ordre. De nombreux véhicules ont été incendiés. La préfecture s'était préparée à une soirée délicate entre déportements traditionnels liés à la fête nationale et à ceux liés au match de l'Algérie. Bon. Fidèle à la doctrine de l'État en la matière, la préfecture du Rhône refuse de communiquer des chiffres précis sur le nombre de véhicules brûlés dans la nuit. Les pompiers du Rhône avaient recensé avant 2 heures des dizaines de véhicules brûlés à Lyon-Centre, ainsi que dans les villes voisines de Vaux-en-Velin, Vénissieux, Bron ou Villeurbanne. On a également dénombré plus de 100 feux divers, poubelles, barricades sur la voie publique. À 2 heures, il y avait un total de 147 interventions sur le département. Ouais. Donc, des affrontements. Beaucoup de jets de projectiles contre les forces de l'ordre. Certains jeunes lançaient des bouteilles en verre et feux d'artifice sur les forces de l'ordre qui bloquaient un pont menant au centre-ville. Ça a duré une partie de la nuit et donc des groupes d'individus particulièrement hostiles rappellent la direction de la police. Cette interpellation seulement au cours de la soirée. 5 pour violence volontaire, outrage à agent et 2 pour vol par effraction et 3 à Villeurbanne pour destruction volontaire de biens par incendie. Même à 3 heures du matin, on interpellait encore des gens qui commettaient des vols en infraction au préjudice d'un grand magasin de centre-ville. Véhicules brûlés, affrontements, notamment Vaux-en-Velin, Vénissieux, Rieux-la-Pape. Je rajoute, les forces de l'ordre ont répliqué systématiquement par les tirs de grenades lacrymogènes, a ajouté la préfecture. 33 policiers ont été légèrement blessés, dont 31 des effectifs de la police nationale et 2 des policiers municipaux. C'est quand même bizarre, très très bizarre. Oui, je disais, je reprends, très bizarre parce que en Algérie, aucun dérapage, pas de casse, pas de pillage. Pourquoi? Aurait-il la bonne méthode, les forces de l'ordre algériennes? Enfin, c'est quand même... on vous parle au départ d'incidents festifs. On nous aveugle là. Non. Incident festif, non. Il n'y a rien de festif. Ce sont les mêmes racailles, toujours les mêmes qui cassent lors de manifs, les mêmes qui brandissent le drapeau algérien, mais qui ont la nationalité française afin de retirer toutes les aides sociales. À un moment, il faut quand même avoir une certaine éthique. On ne peut pas tendre la main d'un côté, récupérer de l'argent et ensuite revendiquer sa haine de la France et son amour du drapeau algérien, dont pour certains, ils n'ont jamais mis les pieds, parmi ses supporters, en Algérie. Bon, maintenant, je veux vous parler de... c'est chiant, c'est encore relié à l'immigration. Enfin bon. Johanna Blan. Il y aurait un monsieur Hussein qui est arrivé en France courant 2016 comme migrant clandestin. Il est venu avec sa femme. Bien sûr, il a bénéficié du statut de réfugié. Et il vient de remercier la France de l'avoir si bien accueilli en violant et en étranglant la jeune Johanna Blan, 24 ans, dimanche dans un tunnel piétonnier sous la voie ferrée à Mont-de-Marsan, dans le département des Landes. L'une des empreintes génétiques retrouvées sur le cadavre de la victime correspond à celle d'Hussein, déjà fiché par les services de police pour des violences sur sa compagne. Lors de son arrestation, il avait dans sa poche la carte SIM de sa malheureuse victime et le téléphone portable a été retrouvé dans son appartement. On a appréhendé aussi ses 3 autres complices suspects de cet assassinat et placés également en garde à vue.
Ils se sont mis à 4 sur cette femme. Leur identité n'a pas été clairement établie, mais il est fort probable qu'ils soient tous en situation irrégulière en France, donc des clandestins. Quand se décidera-t-on à expulser dès le premier délit tout étranger clandestin en France? Combien de victimes seraient ainsi épargnées? Je n'arrive pas à comprendre qu'une société laisse ses enfants se faire trucider, assassiner, violer. Johanna rejoint la longue liste, qui n'est pas finie, de celles que l'on sacrifie sur l'autel de la bien-pensance. Les vies de blanches ne comptent pas pour nos gouvernements. Nous ne voulons pas du patriarcat arabo-musulman qui justifie toutes les perversités masculines. Je n'en peux plus de voir que des barbares s'arrogent le droit de pénétrer, de force, de violer un être humain pour leur instinct bestial. Et en plus de lui ôter la vie, une belle vie de jeunesse, écœurant. Il faut sévir, travaux forcés. Car la prochaine, elle vit encore. Et on va le relâcher. La prochaine fille que ce salopard violera à sa sortie. Je ne veux pas que nos filles finissent ainsi comme des objets qu'on jette après l'avoir violée, avoir pris sa carte SIM. Nous n'en pouvons plus. Comment peut-on tolérer qu'un clandestin déjà connu des services de police, je suis énervé, reste sur notre territoire? Qui peut me justifier cela? Que dire aux parents de cette jeune fille assassinée par cette vermine? Nous sommes révulsés par les agissements de ces pourritures. Et Macron? Mais Macron dit rien. C'est notre honneur et notre devoir moral de respecter les droits de l'homme et d'accueillir les réfugiés malfaisants. C'est une obligation juridique de toute façon, qui est décrétée et validée par des organisations nuisibles, gauchistes, c'est dire. Et pour cela, nous devons sacrifier quelques, peut-être centaines de victimes innocentes. Bien sûr, il ne faut pas hésiter. Les droits du réfugié et du migrant passe certainement avant la vie du citoyen lambda, honnête citoyen, qui paye ses impôts, qui paye toujours de plus en plus, et qui voit ses enfants, un soir d'été, à la sortie d'un bal, tués, violés, égorgés, volés. Voilà. Voilà, merci beaucoup à toute cette classe de dirigeants, plus ou moins gauchistes, socialistes, mondialistes, on ne sait même pas, mais en tous les cas, extrêmement laxistes. Faire respecter l'ordre, simplement. Ce n'est pas une question de race. Il y a une loi. On est en contravention avec cette loi. Dehors. Pourtant, c'est si simple. Faites-vous respecter. Faites respecter les citoyens français qui sont généreux, qui partagent les prestations sociales avec n'importe quel arrivant d'autres pays, des gens qui n'ont jamais cotisé. Alors je sais, on va me taxer de raciste. Non. Il y a suffisamment de malheureux en France, de toute nationalité, de toute origine, de toute confession religieuse. Il y a suffisamment de personnes. Les guerres de Syrie, elles sont terminées quand même. Hein. On n'a plus de réfugiés syriens. Je reviendrai, on a des réfugiés européens. J'y reviendrai dans un prochain. Je suis tombé sur des chiffres hallucinants, mais bon, j'aurai l'occasion d'y revenir la prochaine fois. Je vais vous laisser sur cette déception du vivre ensemble. Hein. Des supporters qui se croient permis de tout casser parce qu'ils sont contents. Alors on ne sait jamais, parce que avec les supporters algériens, c'est soit ils ont perdu, ils ne sont pas contents, ils cassent, parce qu'on les a volés, évidemment, soit ils gagnent et ils cassent quand même. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec ces gens-là? Je ne sais pas. Voyez. Puis les migrants, on les accueille, on essaie de leur donner une formation, on leur assure un minimum de quoi se nourrir, une certaine protection, entre guillemets. Et puis voilà. Et puis, ils sautent sur nos jeunes filles qui passent, où ils agressent d'autres jeunes pour leur piquer des cigarettes, etc., etc.
Voilà. Voilà ce que c'est la France du XXIe siècle. Bienvenue dans le nouveau monde de M. Macron. Sur ce, je vous laisse. Il est temps d'aller travailler, parce qu'il y a des gens qui travaillent pour cotiser, pour payer les prestations à ceux qui cassent tout. Allez, merci pour tout. Partagez mon cri de colère, s'il vous plaît. Allez, je compte sur vous. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.